Salut Sophie et bienvenue sur Ça suffit les conneries. Bonjour, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, donc moi c'est Sophie, j'ai 37 ans et je suis dirigeante de la Chouette Créative. J'habite à Beuvry dans le Pas-de-Calais. Ok. J'accompagne les TPE-PME dans la conception de leur identité visuelle et de leur univers de marque. Donc ça va du logo à la conception de site vitrine et puis tout l'univers de marque qui peut être décliné en fait sur tous les supports de communication. Ok, et tu t'es lancée il y a longtemps? Je me suis lancée en 2015, donc ça fait 8 ans et des brouettes maintenant. Ça commence à faire un petit temps. Tout à fait. Je t'ai invité aujourd'hui sur le podcast pour qu'on parle d'argent, parce que tu avais fait un post LinkedIn à ce sujet et moi j'avais vraiment très envie de faire un épisode de podcast sur le même sujet. Donc je me suis dit que ça serait cool qu'on puisse en parler ensemble parce que c'est vraiment un sujet qui concerne tout le monde et encore plus quand on est dans l'entrepreneuriat. Donc moi ce que je voulais qu'on aborde aujourd'hui, c'est justement cette relation à l'argent quand on est entrepreneur. Est-ce que toi, par exemple, avant de te lancer dans l'entrepreneuriat ou dans ta vie en général, tu avais ce qu'on appelle une éducation financière ou est-ce que tu l'as découvert sur le tard ou tout au long de ton entreprise? Alors, j'avais aucune éducation financière. Quand je me suis lancée, alors je viens pas du tout, mes parents sont pas du tout issus du monde de l'entrepreneuriat. Ils étaient, alors ma mère était ouvrière et enfin, elle est en retraite, enfin en pré-retraite, elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat, enfin, voilà, elle est au bout de sa carrière. Et mon père est retraité, il était dans la logistique. Et ils m'ont pas éduqué particulièrement à la finance puisque c'était pas du tout leur créneau à l'entrepreneuriat et tout ça, c'est pas du tout leur sujet au départ. Et puis bon, on venait d'une famille modeste, donc tout ce qui était finance, etc., c'était plutôt, on calculait plutôt les fins de mois et on n'était pas, enfin, j'ai pas reçu du tout d'éducation là-dessus. Donc quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, disons que je me suis même pas posé de questions parce qu'en fait, comme j'y connaissais rien, je ne savais pas s'il fallait commencer par quelque chose donc j'ai fait au mieux au tout départ toute seule et je me suis vite rendu compte que c'était mieux d'être accompagnée en fait pour ces choses-là, surtout quand on ne connaît pas. Et puis ensuite, je me suis formée. Au fur et à mesure des années, parce que je me suis rendu compte que c'était hyper important, en fait, quand on est entrepreneur, d'être capable de gérer son argent, d'être capable d'investir, de prendre des risques, et pas seulement d'épargner. Parce que moi, ayant eu des problèmes d'argent, en fait, petite, j'avais tendance à faire l'écureuil et à garder tout mon, tout mon petit pactole en fait de côté et à jamais en fait dépenser d'argent. Sauf qu'en fait pour faire tourner une entreprise, c'est pas la bonne méthode et on s'en rend vite compte. Enfin vite. Moi j'ai mis un petit peu de temps, mais j'ai mis 2 ans je pense à peu près. Mais c'est vrai que si on veut pouvoir faire grandir son entreprise, il y a des décisions à prendre qui sont importantes et la finance en fait partie en fait. Tout ce qui est décision financière, c'est hyper important. Donc je conseille à tout le monde en fait de se former un minimum en fait à tout ça. Et toi, t'as fait comment du coup pour te faire accompagner puis pour te former? Alors la première chose que j'ai faite, c'est me renseigner auprès d'un comptable. Parce que même en micro, alors j'ai démarré en micro-entreprise, j'ai fait 6 mois de micro-entreprise et après je suis passée en SARL. Et je me suis aperçue à travers des réseaux business que on pouvait se renseigner auprès de comptables, même en micro-entreprise, c'est pas interdit, parce qu'on a tendance à se dire oui, mais il n'y a pas besoin de comptable, mais si, en fait, on peut. Donc c'est la première chose que j'ai faite, déjà pour changer de statut, parce que comme je connaissais pas non plus les règles des différents statuts, qu'est-ce que ça allait changer pour moi, financièrement, qu'est-ce qu'il fallait faire, etc. J'ai eu un premier contact comme ça. Ensuite, j'ai pris une comptable quand je suis passée en SARL. Elle m'a beaucoup aidée. Elle a été de très bons conseils et je l'ai toujours. En fait, je l'ai jamais quittée parce elle est super. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, alors j'ai repris des études quelques temps après. Et j'ai fait de la finance, donc ça m'a pas mal aidé. Et après, en fait, j'écoute beaucoup de podcasts et beaucoup de formations sur YouTube, enfin un tas de choses en fait qui concernent la finance et les investissements. Et je pense que c'est hyper important d'avoir ne serait-ce qu'une sensibilité, même si on délègue en fait la chose. Je pense que le fait d'avoir le même vocabulaire, de savoir de quoi on parle, etc. Je pense que c'est hyper important.
Complètement, et en fait, même de déléguer, ça veut pas dire qu'on se décharge complètement du sujet, c'est quand même bien de le maîtriser un minimum. Donc bien évidemment, c'est pas notre expertise, mais au moins savoir de quoi on parle, comme tu dis, pour qu'aussi, bah, tu saches quand on te demande quelque chose, c'est pourquoi faire. Est-ce que aussi même au niveau des délais, enfin les bilans, etc., c'est quand même hyper important de savoir à quel moment faut s'en occuper, pourquoi et dans quelle mesure. Donc effectivement, même si c'est délégué à un professionnel, c'est quand même bien de savoir ce qu'on te demande tout simplement et de pas être totalement perdu au niveau de la compta. Et c'est pareil pour l'administratif et d'autres sujets de l'entreprise, c'est vrai. Et toi, alors, quand tu as commencé donc ton activité, au niveau de tes revenus, comment ça s'est passé? Parce que, comme tu le disais, tu es resté 6 mois en auto-entreprise, ensuite tu es passé en SARL, et comme on le disait aussi un petit peu en off, comme c'était il y a un certain temps, il n'y avait pas du tout la même souplesse aussi au niveau du statut pour pouvoir rester bah, assez longtemps, même quand on dépasse le seuil. Donc toi, ça a été ton cas et tu as été obligé de changer tout de suite. Donc c'est aussi pour ça que tu as migré aussi vite, on va dire, d'un statut à un autre. Oui. Mais voilà, du coup, comment ton activité a démarré? Comment ça s'est passé bah, du coup financièrement? Et qu'est-ce que tu faisais aussi avant? Alors, donc avant, j'étais salariée, donc je faisais la même activité en tant que salariée. Et puis, donc j'ai été licenciée économique. Et suite à mon licenciement économique, je me suis lancée en micro. Alors, ce qui est rigolo, c'est que ça a marché en fait tout de suite, entre guillemets, parce qu'on est venu me chercher pour une compétence que j'avais, une compétence spécifique sur un logiciel spécifique. Et je l'avais mis à l'époque sur Viadeo. Et on est venu me chercher, donc un grand groupe est venu me chercher pour que je fasse de la régie chez eux. Et donc, je me suis un peu lancée dans l'urgence, ce qui est bien parce que sinon, je pense que j'aurais un peu procrastiné le lancement dû au stress et à la peur, etc. Et puis, bah, j'ai eu rapidement des revenus réguliers, ce qui fait que mon chiffre d'affaires a bien augmenté rapidement. Et à l'époque, je pense que le seuil de l'auto-entreprise était d'un peu plus de 30 000 euros. Ça devait être, alors, je pense qu'ils ont changé entre-temps, mais de mémoire, ça devait être 32 000. Et il n'y avait pas vraiment la souplesse qu'on a aujourd'hui de pouvoir attendre un an. Je crois qu'il y a quelque chose comme ça qui a changé. Donc moi, j'ai dû changer tout de suite, enfin au bout de 6 mois en fait. Dès que j'ai dépassé, j'ai dû changer. Et, euh, et donc, enfin, ça s'est fait par la force des choses. Ok. Et donc toi, finalement, vu que tu as été licencié économique, tu t'es pas dit, ah, je me lance dans l'entrepreneuriat pour gagner plus ou pour avoir plus d'argent. Enfin, ça s'est pas du tout fait comme ça de ton côté. Non, non, pas du tout. Alors j'avais des offres, en fait, j'ai commencé par postuler à des offres d'emploi. J'ai été prise à 2 ou 3 postes et je les ai tous refusés. Parce qu'ils étaient, en fait, j'étais maman de 2 enfants qui étaient en bas âge et ils avaient 3 et 5 ans. Et en fait, les postes auxquels j'ai postulé et auxquels j'ai été prise étaient super sur le papier. Par contre, ils étaient tous à 2 heures de chez moi. Et donc, ça me brisait le cœur de laisser mes 2 bébés à la maison et de plus pouvoir les voir. Et donc, je me suis posé la question de me dire, est-ce qu'il n'y a pas une autre solution? Et à l'époque, en fait, il y avait très peu de freelance. Il faut quand même s'imaginer que c'était il y a 8 ans et j'habite à la campagne. Enfin, j'étais pas du tout dans une grande ville où c'était plus démocratisé. Donc, voilà, je l'ai fait un peu en me disant, bah, je tente, on verra ce que ça donne. Et puis si ça marche pas, j'irai effectivement en métropole pour pouvoir avoir du boulot. Mais je l'ai tenté comme ça en me disant, bah, je préfère tester et pas avoir de regrets plutôt que de me lancer dans un poste qui me plaît pas parce que ça marche pas sur ma vie perso en fait. Donc voilà, donc je me suis lancée comme ça et puis bah, j'ai eu une belle surprise. Ouais. C'est bien quand la surprise, elle est dans ce sens. Oui. Et par rapport à ça, est-ce que du coup, tu as eu des peurs, par exemple, bah, la peur de manquer ou la peur de ne pas réussir à générer de l'argent, vu que, bah, comme tu dis, tu as des enfants, donc tu es en couple. Est-ce que tu t'es dit, tu vois, parfois on se dit, ah, mais je vais être un poids pour la famille si jamais j'arrive pas à faire démarrer mon activité, etc. Est-ce que toi aussi, tu as eu ce type de pensée? Ouais, alors l'échec était interdit en fait pour moi. Donc la première année, alors j'ai fini en burn-out. Les 2 premières années, en fait, j'ai tellement donné que j'ai fini sous piqûre. Mon médecin m'a dit, écoute, là, je vais devoir t'hospitaliser. Alors j'ai pas été hospitalisée, mais j'étais à la limite. Enfin, j'ai vraiment, je travaillais jour et nuit. Donc effectivement, ça a marché, mais le revers, c'est que j'ai payé le prix en fait
assez lourdement, on va dire, et j'ai dû restructurer en fait toute mon organisation et tout ce que j'avais entre guillemets mis en place parce que du coup, enfin, j'y allais, j'acceptais tout et n'importe quoi en termes de contrat. Je me donnais aucune limite. Je travaillais le week-end, je travaillais la nuit. Donc oui, Enfin, le chiffre d'affaires suivait, mais ma santé, par contre, elle a pris un coup. Et c'était parce que justement, je voulais pas du tout échouer. C'était un poids que je m'étais mis sur la tête. En fait, je me suis dit, ben, ok, tu as été licencié économique, maintenant, tu n'as pas le droit t'as pas le droit d'échouer. Donc, pour ta famille, pour tes enfants. Donc oui, ça a été un gros poids pendant longtemps. Après, une fois qu'on s'aperçoit que ça tourne et que voilà, qu'on peut aménager des choses pour que ça se passe bien aussi, parce qu'il y a quand même eu un doute au bout des 2 ans. Quand je me suis bien essoufflée, en fait, on se demande si enfin, moi, je me suis demandé si j'avais fait le bon choix et si ça valait vraiment le coup. Parce que finalement, oui, la rémunération suivait, j'ai réussi à m'augmenter et tout ça, à faire les choses correctement. Par contre, quand je voyais le revers, je me disais, bah, je suis pas sûre que ça vaille le coup de travailler 80 heures semaine. Enfin, ça, c'était pas ce que je voulais. Et finalement, je cherchais un équilibre entre ma vie perso et ma vie pro et je l'avais pas trouvé. Enfin, j'ai mis du temps à trouver ça. Et bon, après, c'est toute une organisation qui doit se mettre en place et des changements aussi mentaux parce que il y avait aussi, enfin voilà, j'avais pas confiance en moi, j'avais le syndrome de l'imposteur. De toute façon, je pense que j'ai fait toutes les erreurs qu'un entrepreneur peut faire au départ. J'ai été très seule aussi, donc il y avait ce côté-là où je pouvais parler à personne de mes problèmes. Et donc pendant longtemps, ça a été, enfin ouais, 2 ans où ça a été un peu la cata. Enfin, je me suis fait violence pour changer tout ça, quoi. ouais. Bah après, les erreurs au niveau de l'entrepreneuriat, je pense qu'on en fait tous parce que encore plus à cette période-là où il n'y avait pas vraiment d'exemple. Là, maintenant, on arrive quand même à trouver bah voilà, des personnes qui vont partager leur quotidien, qui vont partager leurs échecs aussi, qui vont partager bah, exactement ce que tu es en train de dire, que certes, au niveau du chiffre d'affaires, ça allait très bien, au niveau financier, ça allait très bien, mais la santé mentale et physique et tout ça, pas du tout. Et c'est bien, en fait, justement, qu'il y ait aussi ces alertes-là et qu'il n'y ait pas juste bah, le bon côté. Et donc aujourd'hui, c'est complètement facile de trouver bah, ce type de retour, alors que peut-être il y a 8 9 même 10 ans, moins. Et en plus de ça, on est quand même en France, et c'est vrai que ce rapport à l'échec, il est parfois assez compliqué. C'est difficile de dire j'ai pas réussi à faire ça, ou peut-être que j'ai réussi, mais pas comme c'était prévu. Peut-être que j'ai été finalement sur un autre parcours que je n'avais pas anticipé, mais c'est bien quand même. On a quand même du mal à se dire tout ça comme s'il fallait vraiment une voie tracée du début de nos études jusqu'à notre retraite, en fait. Vraiment avoir bah, fait des études, le métier qui va avec, avoir tout le reste au niveau social et sociétal, donc les enfants, le mariage, etc., etc. Et continuer comme ça tout du long. Et du coup, bah, c'est bien quand même d'avoir des personnes qui font autrement, qui font autre chose, et surtout qui partagent tout ça, parce que c'est vrai qu'on peut se sentir très seul, et surtout face à l'échec, c'est quand même quelque chose qui est difficile à vivre. Et quand on a l'impression qu'on est tout seul à échouer alors que tout le monde réussit, ça doit être hyper difficile de dire, bah, pourquoi moi j'y arrive pas alors que tout le monde semble y arriver. Enfin, c'est vraiment au niveau de la confiance et l'estime de soi, on en prend un gros coup. Et de toute façon, enfin, l'entrepreneuriat, moi je trouve que c'est un outil formidable de développement personnel. Tu apprends à mieux te connaître, bah, tu vas vers des voies que tu pensais être les bonnes, finalement pas du tout. Tu rétropédales. Et en fait, à force de faire ça, moi je trouve que ça montre aussi que le champ des possibles, il est infini. Alors que au début, on a l'impression que pas du tout, que vraiment justement on est sur cette voie, qu'il faut rester dessus et qu'on peut pas du tout ni partir à droite ni partir à gauche, et on voit même déjà la fin, alors que finalement bah la fin elle est tellement loin et elle est tellement autre que ce qu'on peut penser. Enfin, c'est formidable en vrai. Oui, oui, tout à fait, ouais. Oui, oui, mais c'est vrai il y a 10 ans, alors il y a 8 ans, moi c'était il y a 8 ans et demi, janvier 2015, on n'était pas du tout dans le même contexte qu'aujourd'hui. Et il n'y avait pas les podcasts, il n'y avait pas, enfin c'était vraiment un univers différent, en plus à la campagne. Et moi j'avais le modèle de l'entrepreneur masculin qui gérait 50 salariés, qui avait réussi comme ça, qui avait la cinquantaine. Donc je me mettais une pression pour pouvoir aller vers ce genre de modèle. Et au final, ça m'aurait pas du tout convenu, je pense. Je l'ai pas testé, mais c'est pas dans ma personnalité, donc je pense que ça m'aurait pas convenu. Et effectivement, aujourd'hui, on a la chance, ceux qui se lancent aujourd'hui, enfin maintenant, on a quand même une ouverture partout.
qui nous permet déjà d'être entouré, de se former, d'avoir vraiment des conseils et des retours d'expérience d'autres. Et je pense que ça aide aussi à faire son propre chemin, en fait, parce que quand on est tout seul, c'est pas évident. C'est clair. Et donc toi, au niveau de ton entreprise, donc ça a tout de suite bien pris, tant mieux. Est-ce que maintenant que tu as ce recul-là, tu te donnes quand même des objectifs de chiffre d'affaires ou en tout cas des objectifs financiers? Oui, alors moi je découpe systématiquement en fait tous les ans, je me fixe un chiffre d'affaires, je le fixe sur 10 mois, 9-10 mois à peu près, parce que on travaille jamais toute l'année, on travaille jamais 12 mois, en fait on a une partie de vacances, on a une partie où on fait du réseau ou d'autres choses qui nous rapportent pas, où on n'est pas en production. Donc je me fixe un chiffre d'affaires à l'année. En général, il est aux alentours de 100-120 000. Je dépasse pas parce que je suis toute seule et donc j'essaye d'avoir un objectif raisonnable. Maintenant, depuis 2 ans, j'ai envie d'aller un peu plus loin. Je pense que mon business va évoluer de toute façon. Enfin, j'ai des choses en tête qui vont, j'espère, se faire et qui me permettront d'avoir un chiffre d'affaires plus important. Mais en production, en tout cas, je sais que je pourrais pas aller au-delà, donc je reste raisonnable. Donc une fois que j'ai fait mon chiffre d'affaires, je me suis mis un objectif sur l'année, je le découpe en trimestre. Et ensuite, je le découpe au mois. Pour moi, hein, je pense que chacun a son organisation en fonction de son business et de la façon dont ça tourne. Mais oui, moi, je me mets des objectifs en fait découpés et atteignables. Et puis, quand je les atteins ou que je les dépasse, c'est super. Et ça me permet aussi d'investir sur des choses, de me dire, bon, là c'est parfait, etc. Et puis, quand ça marche moins bien, ça permet aussi d'aller chercher en fait un peu plus et de savoir où on en est, quoi. Par rapport à ton histoire familiale, est-ce que donc il y a souvent cette peur, de ne pas gagner d'argent, mais est-ce que toi, tu as aussi eu peur, par exemple, de gagner de l'argent? Ou, est-ce que c'est une source d'angoisse de gagner de l'argent? Alors oui, ça je l'ai résolu il y a peu de temps, en fait, il y a 2 ans, 3 ans, et juste avant le Covid, en 2019. En fait, je me suis aperçue que je gagnais de l'argent, mais je me considérais toujours comme une smicarde, ou, enfin je sais pas comment, c'est pas péjoratif, mais je me Mmh. considérais toujours comme mes parents en fait, comme ce que j'avais vu avant. Et du coup, je dépensais pas mon argent, je gardais tout de côté et j'investissais dans rien. Et je m'autorisais pas, en fait, je fêtais aucun succès, je m'autorisais pas à dépenser ce que j'avais gagné en fait. Et même mon salaire, le salaire que je me versais avec mon entreprise était ridiculement bas. En fait, c'est ma comptable qui a commencé à mettre le doigt au bout de 2-3 ans en me disant, mais là, tu sais que tu peux t'augmenter, Sophie, tu as le droit. Je me disais, ah bon. Je lui disais, bah oui, mais non, parce qu'on ne sait jamais. En fait, j'avais tellement peur de tout perdre et de repartir à zéro. Quand on a connu, je pense, le manque, c'est un peu une hantise de retourner à ce qu'on a connu. En fait, une fois qu'on a connu un petit peu mieux, on se dit oui, mais faut pas que je m'y accroche parce que ça risque de repartir. Et donc, j'ai eu ce problème-là pendant très longtemps et c'est une psy qui a mis le doigt dessus. Je l'avais consultée pour autre chose. Et en discutant en fait de ma confiance en moi, de mes rapports avec les clients, de plein de choses, elle s'est aperçue que bon, j'avais pas de confiance en moi parce qu'il y a aussi le côté tarif. En fait, j'avais tendance à chiffrer très bas en fait mes prestations. Et donc ça, c'est manque de confiance, enfin voilà, et puis peu d'estime de soi et de son travail. Donc, on a travaillé là-dessus et ensuite on a travaillé donc sur mon rapport à l'argent et sur le droit que j'avais de le dépenser, de fêter mes succès parce que ça je le faisais pas du tout et ça a vraiment changé plein de choses en fait. J'ai eu un déclic et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai envie d'évoluer dans mon business et de gagner encore de passer encore à un stade supérieur. Avant, je m'autorisais pas ça, c'était interdit. Ouais. Ouais, donc finalement, gagner de l'argent, sous toutes ses formes, c'est vraiment pas facile. Alors, ça dépend. En fait, gagner de l'argent, je pense que c'est facile. Gagner en quantité, je pense qu'en fait, c'est des biais mentaux, en fait. Quand on a un problème, quand on n'arrive pas à gagner plus, alors c'est pas toujours comme ça, hein, je fais attention quand même à ce que je dis, mais enfin, c'est souvent le cas en plus chez les femmes. Quand on a un syndrome de l'imposteur, quand on manque de confiance en soi, quand on a le syndrome de la bonne élève aussi. Alors, je cite deux syndromes, il faudra peut-être les expliquer un petit peu plus en détail, mais c'est des syndromes qui font qu'on a tendance à sous-estimer en fait la qualité de notre travail ou de nos prestations. Du coup, on se sous-tarife
On met des tarifs très bas et puis on se sous-paye parce qu'on estime qu'on ne le mérite pas. Et moi, c'était mon cas et j'ai mis du temps en fait à m'en apercevoir et à résoudre le problème. Donc, gagner de l'argent, pour moi, je pense qu'il y a une différence entre gagner un peu d'argent, parce que ça, je pense que tout le monde peut le faire. Par contre, gagner confortablement et puis à la hauteur de ses ambitions, etc., c'est différent parce qu'on doit passer tous ces stades, tous ces biais mentaux, en fait, qu'on peut avoir, les croyances limitantes qu'on a et qui nous bloquent, en fait. Donc, il faut passer tout ça pour pouvoir enfin accéder. Après, il y a des gens qui n'ont pas le problème, hein. Je pense que c'est issu de l'éducation, c'est issu de plein de choses qui sont en nous. Donc, mais par contre, si on s'aperçoit qu'on a ça, moi, je conseille de se faire accompagner vraiment pour résoudre le problème, surtout en tant qu'entrepreneur. Je pense que c'est hyper important. Ouais, complètement, parce que du coup, bah, on se met un petit peu tout seul des bâtons dans les roues Tout à par fait. rapport à ça et ça empêche aussi d'évoluer et finalement, bah, on retombe dans le cercle vicieux de j'arrive pas à vivre de mon entreprise, donc je ne gagne pas d'argent, etc. Et on peut se dire, bah, comme tu disais au début, est-ce que c'était le bon choix? Est-ce que j'ai bien fait de me lancer? Est-ce que c'est fait pour moi? Et forcément, au niveau confiance et estime, là, je pense qu'on doit quand même tomber assez bas. Tout à fait. Ouais et par rapport, du coup, au mérite, vu que toi, tu gagnes de l'argent, enfin, parce que tu travailles, donc cet argent-là, c'est toi qui le génères. Malgré ça, tu ne te disais pas que tu méritais, finalement, d'utiliser l'argent que toi-même tu as créé et que toi-même tu as été chercher? Non. Alors, il y avait ce côté en fait où j'avais peur que comme mes parents ont jamais gagné beaucoup, etc. J'avais quand même cette peur je sais pas comment l'exprimer, mais d'être rejetée, même si mes parents n'auraient jamais fait ça en fait. Au contraire, ils sont très fiers. Mais j'avais même inconsciemment en fait, je savais pas le formuler. J'avais toujours cette peur et puis de quitter l'ancienne moi, de perdre mes valeurs. Enfin, en fait, quand on a un rapport à l'argent qui est pas sain. Euh, qu'on trouve un peu où on se dit bah ouais mais les riches ils sont différents de nous enfin voilà si on a des pensées comme ça on va avoir tendance à éloigner en fait l'argent et du coup à pas vouloir se le verser même si on le mérite etc parce qu'on va croire qu'on va changer ou que notre comportement sera différent parce que ou nos valeurs seront différentes parce qu'on a gagné plus d'argent une fois qu'on a compris que c'était pas le cas forcément, c'est plus facile de profiter de ce qu'on a gagné et de s'apercevoir qu'en fait, on l'a mérité, on l'a pas volé et que bah, les autres vont pas cesser de nous apprécier parce qu'on a un peu plus d'argent sur notre compte en banque. C'est pas logique, mais c'est une peur qui est en fait. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette peur-là et c'est important en fait déjà de s'en apercevoir, d'en prendre conscience et après de travailler là-dessus pour pouvoir faire un cheminement et arrêter d'avoir peur de ça. Oui, mais complètement. Mais tu vois, par rapport aux parents, bah, du coup, tu vois, tu parles du fait d'être aimé finalement, d'être accepté et aussi du sentiment d'appartenance. Tu vois, si tes parents, ils sont dans la classe ouvrière, par exemple, et que toi, tu n'es plus dans cette classe-là, bah, ça doit quand même être difficile de se dire, ben, en fait, je suis plus dans la même classe que mes parents, mais est-ce que je suis vraiment dans une autre classe? Enfin, même je pense, ce cheminement-là, il doit pas être évident non plus, parce que, bah, on quitte finalement ce qu'on connaît, on va vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, en plus de ça, il y a la peur de l'inconnu, je pense, qui doit s'ajouter à tout ça. Et forcément, enfin, c'est juste pas évident de faire ce changement-là. Et puis, bah, comme tu dis aussi, par rapport à l'entourage, qu'est-ce que l'entourage va penser? Et puis peut-être bah, des choses qu'on a pu entendre, tu vois, ah bah, je sais pas, moi, ce sont les riches qui vont être responsables de toute la misère du monde, qui vont être responsables, bah voilà, aussi de certaines actions qui vont avoir des répercussions énormes sur les classes qui vont être plus basses, enfin ces choses-là. Donc forcément, tu as pas envie d'être associé bah, à cette image-là, mais en même temps, tu peux pas rester là où tu es, puisque bah, en réalité, tu n'y es plus vraiment. Ça se fait aussi naturellement parce que bon, moi, je me suis aperçue que j'avais changé complètement d'entourage, mes amis, etc. Alors, ça s'est fait, c'est pas volontaire hein, en fait, mais ça s'est fait petit à petit. Et aujourd'hui, j'ai majoritairement, je pense que j'ai 99% de mes amis sont entrepreneurs. Et ils ont à peu près le même niveau de vie que moi. Et en fait, ça s'est fait petit à petit parce que bah, tu es obligé de changer d'appartenance, en fait, de communauté, on va dire, même si c'est pas voulu, je pense que ça se fait un petit peu naturellement. Après, bon, les personnes qui sont fiables et qui sont,
pour elles, peu importe si on gagne 1000 euros ou 10 000, elles resteront toujours dans nos vies, mais ça permet aussi de faire du tri, en fait. Donc, avec le recul, maintenant, je me dis, bon, bah, c'est très bien, au moins, ça a fait le tri, et puis ça permet aussi d'avoir des personnes du même niveau, en fait, entre guillemets. Alors, je parle pas de niveau social, pas niveau financier, mais de niveau d'ouverture d'esprit. Et puis, la même mentalité, en fait, on s'entoure des gens qui nous ressemblent. Donc du coup, il y a un moment où ça se fait naturellement, et puis voilà. Ouais. Et tu as senti du coup que c'était ce sujet-là, en tout cas le fait que ton niveau de vie change, etc., qui a eu peut-être un impact sur les relations que tu pouvais avoir auparavant? Alors, je l'ai senti après coup. En fait, c'est au fur et à mesure quand on sent que les gens nous contactent plus, ou que on va pas nous dire, bah tiens, t'as changé, je sais pas, parce que t'as déménagé ou parce que t'as une nouvelle voiture ou peu importe. On va pas nous le dire, et c'est peut-être même pas conscient en fait. Les gens vont dire ouais, on n'a plus rien en commun. Ou c'est vrai, on a aussi ce côté-là où quand on est entrepreneur, on n'a plus les mêmes conversations en fait, et du coup enfin, ça se fait naturellement. On va s'entourer de personnes qui ont à peu près les mêmes problématiques quotidiennes et les mêmes. Donc ça s'est fait petit à petit, et je me suis dit avec le recul qu'effectivement ça a dû jouer. Alors de gagner plus, mais aussi d'avoir un autre contexte complètement différent de ma vie de salarié. Tout ça, ça joue, et ça fait qu'on s'éloigne de certaines personnes et qu'on gagne d'autres personnes. C'est naturel en fait, hein. Ouais, complètement. Et par rapport à l'éducation financière, est-ce que, bah, du coup, je sais pas quel âge ont tes enfants maintenant, parce qu'ils doivent être plus grands. Alors 11 et 14 ans. Ok. Et est-ce que bah, tu leur en parles un petit peu? Est-ce que tu as envie justement de les éduquer si toi tu en as pas eu? Est-ce que tu mets des choses aussi en place par rapport à ça? Alors oui et non. Alors ma fille a déjà une carte bleue, enfin, c'est des cartes pour adolescents, et du coup je la forme déjà un petit peu à gérer son compte en banque. Je pense que c'est important. Mon fils va avoir la sienne l'année prochaine. On a dit à partir de 12 ans, quand il commence à sortir, à faire un petit peu même si c'est des petites sorties entre copains, bon voilà, ça permet de gérer cette partie-là. Et puis, oui et non. Après, je vais pas leur parler de bilan enfin, pour l'instant, c'est pas encore le moment, mais je pense que ouais, c'est important qu'ils aient. Alors eux, ils ont la chance de pas avoir eu la même vie que moi, puisque bah, ils ont pas on n'a pas le même niveau de vie, donc forcément, ils sont beaucoup plus à l'aise. Donc, on essaye de leur garder quand même la notion de l'argent, de pas dépenser n'importe comment, de savoir épargner, de leur donner des notions de pourcentage. Comme je disais à ma fille, ce serait bien que tu mettes de côté autant par rapport à ce que tu as comme argent de poche, etc. Donc, ça leur permet déjà de visualiser. Et puis après, bah, s'autoriser à dépenser. Enfin voilà, c'est des choses que moi, j'avais pas en fait. S'autoriser à dépenser, pour moi, c'était un gros problème. Eux, j'ai peur que ce soit l'inverse, parce que comme ils n'ont pas la même notion que moi. Donc, s'autoriser à dépenser, oui, et s'autoriser à épargner, en fait. Et puis, bon, après, je leur parle pas encore de financement, de choses un peu plus complexes, mais oui, je pense que c'est important. Et si on peut le faire, faut que ce soit pas un tabou, en fait, je pense. L'argent, en général, est dans les familles, et puis même entre amis, je pense qu'il faut être capable d'en parler librement, en fait, parce qu'on a tendance à pas en parler en France, et je trouve que c'est dommage parce qu'on perd des infos, on perd plein de choses, en fait, en cachant tout sur l'argent, en cachant la notion, en cachant ses connaissances aussi, parce que il y a aussi le côté connaissance qui me semble important. Donc aujourd'hui, ça enfin, c'est un sujet dont tu parles assez librement avec ton cercle proche alors. Oui, oui, tout à fait. Et après, alors entre amis proches, on parle même de nos salaires et enfin, de choses comme ça. Après, je sais que ça peut déranger d'autres, donc je le fais pas. En fait, je le fais que si on me pose la question, ou si ça s'y prête. Mais sinon, je vais pas non plus forcer les autres, parce que je comprends bien que ça peut être dérangeant. Mais par contre, moi, oui, c'est vrai que j'ai tendance à être un peu plus à l'américaine maintenant, et à dire, bon, bah, c'est un sujet comme un autre, il faut en parler, et il n'y a pas de problème, en fait, il y a aucun souci là-dessus. Complètement. Et puis en échangeant, comme tu dis, en fait, on échange des infos, on échange aussi des savoirs. Et donc, c'est hyper intéressant, même parfois, de dire, bah, OK, j'ai cette possibilité-là ou j'ai cette option-là. Alors, peut-être que tu n'y aurais pas pensé tout seul, en fait. Donc, ouais, ça, c'est vraiment bien. Et tout à l'heure, tu parlais d'investissement, etc., par rapport à ton entreprise. Du coup, tu fais quel type d'investissement?
Alors, j'ai pris des parts dans une autre société, donc un peu business angel. Ouais. Enfin, bon, je suis actionnaire d'une petite entreprise, d'une start-up qui est en train de se lancer. Donc ça, c'est un investissement parce que si elle marche bien, on pourra potentiellement avoir des bénéfices et puis enfin, des dividendes, etc. Donc on verra. Alors je me forme, ça c'est un investissement, il faut quand même le prendre comme ça, hein, parce moi à l'époque, je pensais que c'était une dépense. Et je m'étais pas dit, pour se former, pour moi c'était un luxe et qui n'était pas forcément possible, etc. Donc ça, moi, maintenant, je le fais. J'investis également dans des bons outils. Je pense que c'est hyper important. Alors, je prends l'exemple, j'ai eu récemment une cliente qui avait un problème parce qu'elle n'avait pas acheté la suite Adobe, enfin, le PDF payant, PDF pour modifier, c'est Adobe Acrobat Creator, je crois. Et du coup, elle devait copier-coller son document dans un Word. Enfin, c'était tout un. Et du coup, elle perdait du temps, elle se stressait. Et puis elle galérait, enfin voilà. Et ça, c'est des investissements qui sont en fait payants sur le long terme. Et puis après, bon, des accompagnements, quand je peux déléguer des choses, je délègue. Alors je prends l'exemple de la comptable, mais j'ai aussi récemment eu des difficultés pour me faire payer sur deux contrats que j'avais eus. Bah, j'ai pris un huissier, je me suis même pas posé de questions en fait. Je me suis dit, bon, bah ça m'enlève de la charge mentale. Ça me permet de me concentrer sur mon travail. Donc, en fait, les investissements sont différents en fonction de nos objectifs, etc. Mais il n'y a pas de mauvais investissement tant que les risques sont mesurés, j'ai envie de dire. Mm. Après, tout ce qui est crypto, etc., pour l'instant, j'ai pas fait, mais je m'y intéresse. Je me dis, il faut d'abord se former et après, après peut-être y aller, mais c'est des choses qui m'intéressent. Et pour l'investissement, par exemple, dans la startup, est-ce que c'est aussi ta comptable qui t'a aidé à aller vers ce chemin-là ou est-ce que tu as pris enfin, une autre option pour savoir que tu pouvais faire telle ou telle chose par rapport à ça? Non, alors ça s'est fait un petit peu. Alors j'avais deux sociétés en fait avant, j'en ai fermé une sur les deux. Mais je me suis aperçue que j'adorais l'idée d'avoir plusieurs entreprises et de pouvoir gérer plusieurs choses. Et en fait, c'est un ami entrepreneur qui lançait sa boîte et son concept et on discute beaucoup. On discute beaucoup et puis il m'a parlé de son concept et je me suis dit c'est super intéressant. Mais bon, au début, ni lui ni moi, en fait, on avait pensé à ce que je mette des billes en fait dans la boîte. Et puis ça s'est fait un petit peu naturellement. On en a reparlé. Je lui ai dit, écoute, moi, je cherche à investir dans des boîtes. Alors, je suis aussi une grande fan de Qui veut être mon associé. Ok. Et je m'étais dit, bah, ça serait bien de pouvoir le faire à son échelle, en fait, que chacun puisse le faire à son échelle pour soutenir des projets qui nous plaisent. Donc, je lui avais parlé un petit peu de tout ça en lui disant, moi, j'aime bien l'idée de soutenir des petites boîtes, même avec 1000, 2000 euros. On n'est pas obligé, en fait, de verser des sommes astronomiques. Et ça, c'est pareil. On a tendance à se dire, investir, il faut beaucoup d'argent. C'est faux, en fait. On peut démarrer avec 1000 ou 2000 euros et puis après grandir quand on peut. Et donc, on discutait tout ça. Et puis, il me dit, bah, écoute, si ça t'intéresse, tu peux prendre des parts, en fait, dans la société. Et puis, on verra ce que ça donne. Et en plus, on a besoin d'une communicante. Donc, ça peut être aussi enrichissant pour nous. Et donc, ça s'est fait naturellement comme ça. Ah bah voilà, tu vois, comme tu disais, hein, le fait finalement juste d'ouvrir la discussion aussi sur ces sujets, bah là, l'opportunité s'est présentée et c'est tout bénef bah, à la fois pour toi et à la fois pour ton ami entrepreneur qui lançait son nouveau concept. Enfin, Tout à fait. et en plus, même avoir enfin, quelqu'un qui investit sur soi, donc là, en l'occurrence sur son entreprise, ça doit aussi bah, te donner, pareil, une certaine confiance et te dire, bah ok, en fait, mon concept, il parle vraiment, il a vraiment un futur, en tout cas, qui peut être intéressant. Et donc, bah, ce premier investissement-là, il doit aussi, même au niveau émotionnel, d'être hyper intéressant pour la personne aussi qui le reçoit. Oui, oui, tout à fait. Je pense que, alors j'adore le principe de donner avant de recevoir. Et en fait, on se rend vite compte que donner, c'est beaucoup plus enrichissant pour nous que de recevoir. Enfin, moi, personnellement, je préfère donner que de recevoir. De recevoir, j'ai toujours un problème. Alors, c'est encore lié aux mêmes choses, hein, J'allais mais poser la question. exactement. Mais en fait, recevoir, bah, enfin, on se dit toujours qu'on le mérite pas. Enfin, moi, personnellement, j'ai toujours un problème pour dire merci. J'ai toujours l'impression que on me donne trop, etc. Par contre, l'inverse, j'adore donner. Je trouve que c'est hyper valorisant pour l'autre et c'est hyper enrichissant pour soi.
Donc, c'est quelque chose que j'adore faire et que je continuerai. En fait, là, j'ai eu l'occasion de le faire sur cette boîte-là, mais pourquoi pas demain sur une autre entreprise dans laquelle je crois et voilà, dans laquelle j'ai envie de donner un petit coup de pouce. Du coup, tu as vraiment bien évolué par rapport à ce rapport à l'argent. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives facilement aussi à te faire des plaisirs à toi-même et de t'acheter des choses juste pour toi, mais voilà, parce que tu as envie, parce que ça te fait plaisir Alors oui, je le fais. Alors avec l'entreprise, en fait, tous les ans, en fonction des bénéfices, je me verse une prime de bilan. Et donc tous les ans, à la prime de bilan, je garde en fait une certaine somme pour me faire plaisir. Donc, et ça, c'est la manière de fêter mon succès de l'année. Si jamais j'ai fait une bonne année et que j'ai des bénéfices et que je peux me verser une prime, ce qui est le cas depuis toujours, je touche du bois pour que ça dure. Mais je me dis, bah, il n'y a pas de raison, en fait. Il faut se faire plaisir. Et ça permet aussi d'ancrer dans son cerveau le fait que l'argent est propre et l'argent apporte quelque chose, en fait. C'est positif. Parce quand on a une relation compliquée avec l'argent, on a tendance à voir ça de façon négative. Tandis que le fait de se récompenser et de se faire des cadeaux, bah, ça t'ouvre l'esprit et ça te dit aussi, bah, tu vois, l'argent, hein, c'est pas sale et ça te permet aussi de te faire plaisir et de faire des choses sympas. C'est un outil en fait. Donc oui, maintenant oui, je me fais plaisir. et tu te souviens ce qui était ton tout premier cadeau pour toi-même, justement, pour voilà, te féliciter, te célébrer? Alors le tout premier, c'était un tapis de course. Parce que je me suis remise au sport. C'était après le burn-out et tout ça, et c'est quand j'ai mis les choses en place. Et en fait, bah, j'avais pris la décision de refaire du sport, mais j'avais rien. Et puis bon, j'habite dans le Pas-de-Calais, donc il fait pas toujours beau. Et je me souviens que je me suis acheté un tapis de course. Ça, c'était le premier cadeau que je me suis fait. Après, j'ai eu bon, des cadeaux plus ou moins utiles, hein, mais le tapis de course était un bon investissement au final. Ouais. Et est-ce que tu aurais des conseils du coup à donner à un entrepreneur, par exemple, ou même une personne qui a justement, on va dire, cette problématique à l'argent? Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller de faire, bah voilà, en première intention pour s'en libérer? Alors, je pense que la prise de conscience déjà est hyper importante. S'apercevoir qu'on a un problème avec ça, enfin, c'est déjà un début. Ensuite, moi, je me ferai, alors c'est ce que j'ai fait, hein, je me ferai soit coacher, soit accompagner par une psy, selon la personne avec qui on est le plus à l'aise, après à la personne de voir. Mais je pense que seul, en fait, c'est très compliqué de sortir de tous ces cheminements. Il faut pouvoir avoir, il y a une méthode, en fait, enfin moi, ma psy a appliqué une méthodologie en plusieurs séances pour qu'il y ait des déclics qui se fassent, parce que tout seul, en fait, c'est trop ancré, je pense, en nous. Et après, bon, se former, je pense que ça, c'est une bonne chose parce que ça donne confiance aussi. Ça change notre rapport à l'argent, de comprendre comment ça fonctionne. Alors, se former à la compta, bon, c'est assez facile, mais tu vois, de savoir lire un bilan, de comprendre de quoi on parle, de comprendre ce qui nous reste, les notions de BFR, de besoin en fonds de roulement, etc. Tout ça, c'est important. Et puis après, se former à l'investissement, etc. Ça me semble indispensable. Et en plus, avec tout ce qu'il y a aujourd'hui qui nous le permet, que ce soit en gratuit ou en payant, sans que ce soit des formations très chères, etc., tout est accessible assez facilement. Donc, je conseille vraiment de s'y mettre, ouais. Et est-ce que tu penses que toi, du coup, de ton côté, tu as encore certains blocages ou certaines choses qui sont à régler par rapport à ça, même si tu as fait quand même un gros travail de base? Oui, 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 je pense qu'on a toujours, en fait, je me pose toujours la question, alors quand je fais mes devis ou quand j'ai mes bénéfices, etc., de savoir si c'est la Sophie pauvre qui parle ou si, enfin voilà, quand je dois faire un investissement et que je doute en me disant, bah, est-ce que ça vaut le coup ou non, je me dis, est-ce que j'en ai envie, est-ce que j'ai les moyens? Enfin, en fait, j'ai tout un protocole pour savoir si la dépense est utile et si je ne veux pas la faire parce que c'est uniquement à cause de mes anciens débats intérieurs, bon, bah, je la fais quand même. En fait, je me force à dépenser. Donc, j'ai encore ces problèmes-là. C'est juste que j'en ai conscience et du coup, j'ai les méthodes pour les corriger. Et après, je pense qu'on reste, quand on a été éduqué comme ça, qu'on a vécu. Enfin, moi, je me suis lancée à 30 ans dans l'entrepreneuriat. Donc, j'ai passé 30 ans avec des problèmes psychologiques avec l'argent. Donc, ça change pas du jour au lendemain. Il faut faire un travail en permanence, je pense.
Mais bon, disons que ça me bloque plus. En fait, avant, c'était un vrai blocage qui m'empêchait de dépenser, qui m'empêchait de me former, qui m'empêchait de faire plein de choses pour mon entreprise. Aujourd'hui, ça me bloque plus. Par contre, j'ai encore conscience qu'il y a du chemin à faire. Ouais. Et est-ce que tu penses que justement ces choses-là, elles remontent aussi par rapport à l'évolution que toi tu as en tant qu'entrepreneur? Parce que tu vois, tu disais que tu voulais aussi faire grandir ton entreprise, tu t'aperçois que tu aimes bien avoir plusieurs sociétés en même temps. Est-ce que tu penses que plus tu vas passer ces caps-là et plus peut-être ça va mettre en lumière certaines choses que tu n'avais pas encore vues ou tu t'étais aperçu? Oui, oui. Alors moi, je dis toujours, l'entrepreneuriat, c'est un chemin vers soi. Et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tous les ans, on apprend quelque chose. Et on apprend en permanence. Quand je suis pas la même que celle que j'étais il y a 5 ans, je suis pas la même que celle que j'étais il y a 10 ans. Et en fait, je m'aperçois que petit à petit, en fait, on s'auto-découvre sur plein de choses et on apprend toujours, en fait, que ce soit sur l'argent ou sur d'autres sujets d'ailleurs. Mm. Ouais, et heureusement, parce que si on n'apprenait plus, la Oui, vie serait et vraiment morose. c'est aussi une belle aventure. Enfin, c'est aussi ce qui me plaît dans l'entrepreneuriat, c'est qu'en fait, quel que soit le statut, quel que soit le domaine où on entreprend, etc., en fait, on apprend tellement que, enfin, c'est vraiment l'expérience la plus enrichissante qui soit, en fait, pour soi. Mmh, complètement. Bah, écoute, franchement, c'est super bien de voir que finalement, même quand on a des blocages, déjà, il y a des solutions. Parce que parfois, on se dit un petit peu, bah, je sais pas, comme tu dis, la prise de conscience, ça peut être plus ou moins longue. Et une fois qu'on a pris conscience, on se dit, bah, OK, mais je fais quoi avec ça? Comment je fais pour évoluer? Comment je fais pour faire bouger les choses? Et là, au final, ce qui est important aussi dans ce que tu dis, c'est que, bah, tu as aussi des outils qui t'aident au quotidien à faire ces choix-là, à te demander justement, si c'est une bonne chose ou pas, est-ce que c'est pour toi ou non? Est-ce que c'est toi qui parles? Est-ce que c'est un blocage? Et le seul fait d'avoir tout ça, déjà, ça permet clairement d'avancer et ça, c'est vraiment cool. Et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter du coup, pour un avenir plus ou moins proche? De continuer à grandir. Non, moi, j'aimerais passer au stade supérieur avec mon entreprise. Donc oui, c'est un peu l'objectif des années qui arrivent. Donc j'espère pouvoir y arriver et puis pourquoi pas doubler mon chiffre d'affaires, hein. J'essaye maintenant de me dire rien n'est impossible, il faut y aller. Et il Ouais. faut y croire. Ça aussi, ça fait partie du cheminement, c'est d'y croire en fait, parce que au début, moi, je m'étais mis un objectif de chiffre d'affaires qui était de 30 000, après de 50 000, et puis après on se dit, ben, je peux faire plus. Et donc, pourquoi se mettre des limites quand on peut aller plus haut? Et aujourd'hui, je sais que je pourrais faire plus si je travaillais différemment. Donc, à moi de mettre en place les choses et de développer d'autres choses pour aller plus loin. Mmh, bah, c'est chouette parce que maintenant tu sais aussi, bah, vers quoi tu peux aller, comment tu peux le faire et finalement, comme on disait tout à l'heure, le champ des possibles, il est infini et ça, c'est super chouette. Tout à fait. Bah, écoute Sophie, merci beaucoup pour tout ça, pour tous ces partages et ton témoignage. Je pense que ça résonnera, chez beaucoup de personnes et c'est vraiment important qu'on en parle, outre les discours qu'on a l'habitude de lire, de voir ou d'entendre. Je pense que vraiment ce rapport à l'argent, c'est quelque chose d'assez profond et qu'on ne peut pas juste, passer dessus, glisser dessus et faire comme s'il n'existait pas. Donc vraiment merci pour ça. Ben, merci à toi, merci de m'avoir reçu et puis merci pour l'échange, ça fait chaud au cœur. Avec plaisir, à très vite. Au revoir.